Le garçon a pleuré en témoignant, puis a prononcé les mots qui ont tout changé. Le sol en marbre du palais de justice du comté de Jefferson résonnait des pas hésitants de Jordan Miles. 14 ans. Chaque pas était hésitant, comme s'il traversait un rêve dont il désirait désespérément se réveiller. Il serrait le vieux blazer en velours côtelé de son père autour de sa silhouette élancée, les manches trop longues lui frôlant les jointures. La veste sentait légèrement le pain et la poussière, des odeurs familières qui le réconfortaient, lui rappelant les soirées passées à regarder de vieux films de guerre aux côtés de son père, décédé d'une crise cardiaque 2 ans plus tôt. Cette veste avait autrefois drapé des épaules qui semblaient invincibles à Jordan. Maintenant, c'était son armure. Il s'arrêta à l'entrée du tribunal, scrutant la foule d'inconnus. Les rangées de bancs en bois étaient remplies de journalistes, d'avocats, de militants et de quelques membres de la communauté dont la vie avait, d'une manière ou d'une autre, été touchée par les répercussions que ce procès avait provoquées dans tout le comté. Des murmures s'échappèrent dans l'air, feutrés et aigus comme le bruissement des feuilles dans une forêt tendue. Certains journalistes baissaient leurs appareils photo à son passage, non par pudeur, mais parce qu'ils avaient déjà capturé ce dont ils avaient besoin. L'image obsédante d'un garçon plongé dans une tempête bien trop violente pour son âge. Ils n'étaient pas là pour le protéger, ils étaient là pour assister à la lutte d'un système pour se préserver. Le silence qui suivit son entrée n'était pas de la révérence, mais de la reconnaissance. Les personnes présentes dans la salle connaissaient le poids de ce qu'il allait dire, et beaucoup le redoutaient, non pas parce qu'elles pensaient qu'il mentait, mais parce qu'elles savaient qu'il ne mentait pas. De l'autre côté de la salle d'audience, un homme vêtu d'un costume gris finement coupé était immobile comme une statue. Ses boutons de manchette en argent brillaient sous la lumière du plafond. Le sénateur Royce Talmadge avait le genre de visage qui restait calme dans les crises et poli dans les scandales. Vénéré dans l'arène politique, craint dans les cercles privés, sa réputation était une forteresse bâtie au fil des décennies. Il n'était pas là simplement pour observer. Sa présence était un avertissement silencieux. Ce procès, ce garçon, menaçait quelque chose de bien plus vaste que le public ne le pensait. Royce avait passé des années à dissimuler les traces d'un programme qu'il avait contribué à financer et à consolider, un réseau secret aux allures bureaucratiques, dissimulé sous des couches de partenariat avec des associations, de demandes de subventions et de notes confidentielles. Jordan était la faille dans le barrage. L'affaire n'aurait jamais dû arriver jusqu'ici. Dès le début, on s'efforça de l'étouffer. Lorsqu'Elijah Miles, frère aîné et tuteur légal de Jordan, découvrit ce qui s'était passé au centre de détention pour mineurs, il ne s'adressa pas aux médias. Il déposa plainte par les voies légales, l'une après l'autre. Chacune fut classée sans suite ou perdue de vue. Les ecchymoses sur le torse de Jordan furent qualifiées de blessures subies lors de procédures de contention. La négligence médicale était présentée comme un manque de personnel. Pourtant, Elijah était implacable. Ancien Marine à la présence discrète mais imposante, il possédait un sens du devoir qui ne lui permettait pas de s'enfuir. Face à l'ignorance du système, il s'est tourné vers le public. Il a tenu des conférences de presse sur les marches du tribunal. Il a défilé avec des groupes de jeunes locaux exigeant des comptes. L'affaire a pris de l'ampleur, puis des ailes. Pourtant, aucun d'entre eux n'était préparé à ce qu'ils allaient découvrir ensuite. Tout a commencé par une erreur. Un fonctionnaire anonyme du département des services correctionnels a mis Elijah en copie d'un courriel faisant référence au protocole 9F, une expression qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Avec l'aide d'un ancien ami militaire devenu enquêteur, Elijah a appris que le protocole 9F était un cadre disciplinaire secret utilisé dans certains établissements pour mineurs pour gérer les jeunes à haut risque. Ce qui le rendait accablant, c'était son approbation par des responsables bien au-dessus de la chaîne de commandement de la prison, financés par des subventions discrétionnaires liées au cabinet du sénateur Talmadge et administrés par un prestataire privé connu pour ses programmes sévères de modification du comportement.
Jordan était devenu, sans le savoir, un cas d'école de l'efficacité de ce programme fantôme. Alors que l'huissier ouvrait le tribunal, Elijah se pencha vers Jordan, sa voix murmurant doucement sous le brouhaha. Il rappela à Jordan que la vérité n'exigeait pas de bravade, pas besoin d'être fort. Sois juste authentique, ça suffit. Jordan hocha la tête, même si le tremblement de ses mains le trahissait. Ses jointures blanchirent autour de... Le juge, Samuel Canning, entra dans la salle d'audience avec une indifférence éprouvée. Il avait présidé d'innombrables audiences, mais ce jour-là, sa neutralité semblait particulièrement rodée. Derrière ses lunettes, son regard se porta vers la table de l'accusation, puis rapidement vers la galerie, cherchant, mesurant, attendant. Ce que la plupart ignoraient, c'est que le juge Canning avait autrefois approuvé les subventions qui avaient permis l'expérimentation du protocole 9F dans le comté de Jefferson. Sa carrière, et peut-être sa liberté, étaient désormais liées à l'issue de ce procès. Les rouages de la corruption ne tourneraient pas avec la violence, mais avec le silence. Et Canning était passé maître dans l'art du silence. Dehors, la pluie commença à gicler sur les fenêtres du tribunal. Le tonnerre grondait faiblement. Accentuation appropriée de la tempête intérieure. Dans un couloir voisin, l'avocat d'Elijah, Marcus Bledsoe, un avocat des droits civiques à l'esprit vif, relisait ses notes. Il était l'un des rares à avoir tout vu. Les documents, les dossiers scellés, la vidéo non censurée de Jordan traînée par le cou sur un sol en béton. Cette vidéo avait été enterrée, presque définitivement. Elle n'avait refait surface que grâce à un lanceur d'alerte anonyme, via un compte jetable envoyé directement à Bledsoe. La vidéo serait présentée plus tard dans la procédure, mais son existence hantait déjà la salle. L'accusation a commencé par des photographies, des clichés clairs et cliniques des blessures de Jordan, prises lors de son bref séjour à l'hôpital. Ces images à elles seules ont frappé le jury comme un coup de froid. La forme des ecchymoses, la configuration des marques étaient indéniables. Il ne s'agissait pas d'une bagarre entre enfants. Il s'agissait d'une punition systémique déguisée en correction comportementale. Des rapports médicaux ont suivi, détaillant des fractures non soignées, une perte de poids et des signes de déshydratation. Jordan était entré dans cet établissement pour absentéisme scolaire. Il en est ressorti ressemblant à un prisonnier de guerre. La défense a répondu par un récit soigneusement construit. Bryce Skinner, ancien procureur fédéral devenu bulldog de la défense, a parlé avec une élégance théâtrale. Il a présenté Jordan comme un adolescent perturbé issu d'un foyer brisé, un garçon cherchant à attirer l'attention. Il a fait allusion à des suspensions scolaires mineures, à des bagarres de quartier, tout ce qui pouvait entacher sa crédibilité. Pourtant, les faits racontaient une histoire différente. Jordan n'avait jamais été arrêté, ni commis de violence. Il était bénévole dans une église locale et avait des professeurs qui ne tarissèrent pas d'éloges sur lui. Il n'était pas parfait, mais il n'était pas le monstre qu'il cherchait à créer. Pourtant, les paroles de Keener n'étaient pas destinées à exprimer la vérité. Elles étaient destinées à semer le doute. Alors que la salle d'audience prenait son rythme, les tensions sous-jacentes montaient. À huis clos, des appels téléphoniques ont eu lieu entre fonctionnaires de l'État, conseillers politiques et responsables des forces de l'ordre. Des menaces déguisées en conseils ont été murmurées à l'oreille. Un témoin clé, un ancien membre du personnel du centre de détention qui avait accepté de témoigner, s'est soudainement rétracté, invoquant des urgences familiales. Un juré fut révoqué pour raison de santé après la visite d'un voisin inquiet qui l'avait averti de « rester neutre ». La machine était en marche. Elle l'avait toujours été. Mais ce que les défenseurs du système n'avaient pas anticipé, c'était la profondeur de la conviction d'Elijah, ni la force d'un garçon qui, bien que terrifié, avait décidé de parler. Alors que la première journée de témoignage s'achevait, Jordan était assis en silence, les yeux fixés sur la table en bois devant lui. La salle d'audience se vidait lentement, les murmures laissant place à des pas discrets. Elijah posa une main sur l'épaule de son frère. Il ne parle pas. Il n'en avait pas besoin. Le lendemain apporterait plus de pression,
plus d'exposition, plus de risques. Mais il apporterait aussi le témoignage de Jordan. Et personne, ni sénateur, ni juge, ni entrepreneur obscur, ne pouvait prédire ce que le garçon dirait une fois qu'il aurait enfin trouvé sa voie. 2 semaines avant le début du procès, le ciel d'East Jefferson était d'un gris terne. La pluie tombait par intermittence, pas assez forte pour inonder, mais juste assez pour tout laisser humide, les rues, les fenêtres, l'esprit. Elijah Miles se tenait dans sa cuisine, savourant une tasse de café tiède ébréché. La télévision murmurait doucement en arrière-plan. Un présentateur matinal rapportant avec essoufflement le dernier scandale à 2 États d'ici. Rien de tout cela n'avait d'importance, comparé au léger coup frappé à la porte de son appartement. Lorsqu'il l'ouvrit, il n'y eut personne. Pas de pas dans le couloir, pas de voisin qui sortait la tête. Juste une petite enveloppe usée posée sur le paillasson. À l'intérieur, enveloppée dans du papier de soie et scellée avec du ruban adhésif transparent, se trouvait une clé USB noire. Pas de message, pas d'expéditeur. Juste un mot écrit au marqueur rouge indélébile sur le boîtier. « Écoutez », Elijah n'hésita pas. Il en savait assez, grâce à son expérience militaire, pour reconnaître la gravité d'une telle situation. Quelqu'un avait risqué quelque chose pour lui faire parvenir cela. Il alluma un vieil ordinateur portable qu'il gardait hors réseau, pas de Wi-Fi, pas de Bluetooth, aucun risque, et brancha la clé. Ce qu'il vit lui fit trembler les mains. Des heures d'images de surveillance se déroulèrent devant lui, brutes et granuleuses, le genre de flux destiné à être visionné uniquement en cas de problème. Des parasites dansaient sur les bords, mais le contenu était indéniable. Jordan était là, boitant dans un couloir. Un garde le plaqua contre un mur, puis jeta un coup d'œil autour de lui avant de s'éloigner, impassible. Une autre vidéo montrait un garçon, peut-être 12 ans, hurlant tandis que 2 gardes le traînaient au sol, les bras tordus derrière lui. Pas de son, mais on l'entendait quand même. La douleur n'a pas besoin de son pour être comprise. Puis vint quelque chose d'encore plus sombre. Une pièce sombre, horodatée à 2h14, montrait un groupe de gardes regroupés autour d'un petit bureau. L'un d'eux désigna un écran et rit. Un autre leva une tasse comme pour trinquer. Il regardait une vidéo d'une cellule de détention provisoire. À l'intérieur, un garçon se balançait d'avant en arrière, du sang sur sa chemise. Ses cris, bien que silencieux sur la vidéo, résonnaient dans la poitrine d'Elijah. Les gardes n'intervinrent pas. Ils se contentèrent d'observer. La dernière vidéo laissa Elijah s'adosser à sa chaise, stupéfait. C'était clairement une caméra de surveillance extérieure, peut-être celle d'un parking. Dans un coin, à peine éclairé par le lampadaire, un homme en trench coat beige s'approcha d'une personne assise au volant d'une berline noire. La caméra zooma maladroitement, presque comme si quelqu'un l'avait télécommandé. L'homme se pencha vers la vitre et tendit au conducteur une épaisse enveloppe blanche. Le destinataire se tourna légèrement, dévoilant suffisamment son visage pour être facilement reconnaissable. Le juge Samuel Canning. Elijah fixa longuement l'image figée, respirant par le nez, les poings serrés. Le lendemain matin, Elijah apporta la clé USB directement au bureau du procureur adjoint. Il ne savait pas trop à quoi s'attendre. Le procureur, un certain Victor Lange, avait la réputation d'être à la fois sceptique et lent à réagir face aux affaires politiquement sensibles. Mais dès que la vidéo commença à être diffusée dans le bureau de Lange, l'atmosphère changea. Il se pencha en avant, son visage pâlissant de minute en minute. À la fin de la dernière séquence, Lange se rassit, les mains jointes sous la bouche, le regard vide fixé sur l'écran noir. « Ça pourrait ruiner des carrières ?» murmura-t-il, comme s'il s'adressait plus à lui-même qu'à Elijah. Il promit de faire remonter l'affaire immédiatement. Il promit de sécuriser les dossiers. Le lendemain, la vitre de la voiture d'Elijah avait été brisée. Rien de volé, juste du verre éparpillé sur le siège conducteur comme une carte de visite. Son téléphone avait été effacé pendant la nuit. Tous ses contacts, messages, photos, tout avait disparu. Aucune trace. Cet après-midi-là, un homme qu'il ne reconnaissait pas frappa à sa porte. Il portait un costume bon marché et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux.
Il prétendait être là pour poser quelques questions sur le passé militaire d'Elijah, quelque chose sur les programmes de sensibilisation communautaire pour les anciens combattants. Mais son ton était déplacé, tout comme ses paroles. « Certaines vérités sont plus lourdes que d'autres, » remarqua l'homme en s'apprêtant à partir, toujours souriant. « Faites attention à ce que vous transportez, sergent. » Ce n'était pas un avertissement. C'était une menace sous une fausse inquiétude. Elijah le regarda traverser le couloir et disparaître dans une voiture noire qui attendait au bord du trottoir. Il ferma lentement la porte, le cœur battant, puis entra dans la cuisine, s'assit et tenta de respirer. De retour dans la salle d'audience, le changement d'attitude du juge Canning était impossible à ignorer. Le premier jour, il était raide, formel, voire excessivement sûr de lui. Mais maintenant, il semblait crispé, comme un homme essayant de colmater les fuites d'un navire en perdition. Il rejetait les objections à la vitesse de l'éclair, souvent avant même que la défense ait pu terminer son discours. Il écarta 2 témoins clés que l'équipe d'Elijah avait préparés pendant des mois, l'un pour incohérence procédurale. Mais Canning avait commis une erreur. Il avait sous-estimé le garçon. C'était le 2e jour de témoignage et la salle d'audience était de plus en plus bondée. Des cars de presse bordèrent la rue. Des manifestants brandissaient des pancartes sous des parapluies. À l'intérieur, l'impatience était palpable. Lorsque Jordan entra, escorté par un huissier, tous les regards le suivirent. Il était voûté, les mains plaquées sur les pans de son pantalon. Il ressemblait à un enfant entrant dans une fosse aux lions. Et c'était le cas. Il prit la parole en silence, grimpa sur le coussin rehausseur fourni et ajusta le microphone d'une main tremblante. Pendant un long moment, il resta silencieux. Puis, alors qu'il ouvrait la bouche, quelque chose se brisa à l'intérieur. Un son s'échappa, faible d'abord, puis plus ample, plus lourd. Il se mit à pleurer. Ce n'était pas le genre de pleurs destiné à susciter la sympathie. C'était brut et sans filtre, le genre de pleurs qui jaillissent d'un lieu profond et sombre. Le silence s'installa dans la salle. Même le bourdonnement des bouches d'aération sembla s'arrêter. Elijah se leva lentement de la galerie, l'instinct le poussant vers la barre, mais Jordan se tourna légèrement et leva la main. « Non, » murmura-t-il, « je veux finir. » Et puis, la salle d'audience fut témoin. Ils ont dit que si je parlais, ils me feraient disparaître comme Kenny. Sa voix tremblait, mais les mots étaient clairs, un tonnerre discret qui grondait à travers les bancs. Mais Kenny ne s'est pas enfui. Je les ai vus le traîner dehors. Je l'ai entendu crier. Et personne ne l'a jamais revu. Des exclamations de surprise parcoururent la salle. Un huissier tâtonna et laissa tomber une pile de dossiers. Le sténographe se figea un instant avant de poursuivre. Un juré se pencha en avant comme s'il avait mal entendu. Le juge Canning serra si fort l'accoudoir de son banc que ses jointures en devinrent blanches. Parce que le nom de Kenny n'était jamais mentionné dans les archives publiques. Jamais apparu dans aucun des dossiers examinés par l'équipe juridique d'Elijah. Toute référence à Kenny, son formulaire d'admission, son dossier médical, même sa photo, avait été effacée. Effacée. Seules les personnes directement impliquées connaissaient de ce nom. Et maintenant, Jordan l'avait ramené, l'avait fait surgir du vide dans lequel le système tentait de l'enfouir. Dans le couloir juste à l'extérieur de la salle d'audience, Royce Talmadge se tenait debout, une main dans la poche de son manteau, l'autre tenant un téléphone prépayé contre son oreille. Sa voix était calme, mais sa mâchoire tremblait à chaque mot. « On a un problème. » De retour à l'intérieur, le témoignage de Jordan se poursuivit, hésitant mais imperturbable. Il décrivit la pièce sans lumière, les repas refusés en guise de punition, le personnel qui souriait aux garçons qui pleuraient. Il parle des nuits passées sur le sol froid, des bleus cachés sous les manches longues. Chaque détail résonna comme un coup de massue. Quand il descendit de la barre, même l'avocat de la défense semblait secoué. Jordan passa devant Elijah en retournant à la salle des témoins. Leurs regards se croisèrent l'espace d'une seconde. Aucun mot ne fut échangé. Il n'en avait pas besoin. Jordan avait fait ce que des hommes adultes, avec leurs badges et leurs titres, avaient trop peur de faire. Il avait dit la vérité. Et maintenant, quelle que soit la puissance des personnes derrière tout cela,
Le mensonge commençait à se fissurer. L'histoire qu'ils avaient enterrée remontait à la surface. Morceau par morceau. Garçon par garçon. Nom par nom. Les jours qui suivirent le témoignage de Jordan se déroulèrent comme une détonation au ralenti, silencieuse en surface, mais suffisamment puissante pour se propager à travers des institutions qui se croyaient autrefois intouchables. Ces paroles, tremblantes mais perçantes, avaient provoqué une onde de choc au-delà de la salle d'audience, infiltrant les rédactions, les bureaux politiques et les réseaux sociaux à une vitesse que personne n'avait anticipée. Du jour au lendemain, le visage du garçon, les yeux écarquillés, vulnérable, impassible, devint le symbole de quelque chose de bien plus grand qu'une bataille judiciaire. Il était la preuve que le silence pouvait être brisé, même lorsque toutes les forces s'étaient alliées pour le maintenir. Les médias se sont rués sur lui, chacun s'empressant de vérifier les affirmations contenues dans la clé USB qu'il avait remise, les doigts tremblants. Les journalistes ont épluché des dossiers scellés, retrouvé d'anciens gardiens et découvert des incohérences dans les rapports de financement liés au Centre pour mineurs de l'État. Les organisations de défense des droits humains ont publié des déclarations cinglantes et ont inondé les marches du palais de justice de pancartes de protestation et de dossiers de presse. Des enquêtes ont été exigées. Le public a réclamé des réponses. Mais qui dit bruit dit aussi répression. En coulisses, la machinerie commença à grincer. Non pas avec la rouille maladroite d'une justice rendue, mais avec l'efficacité méticuleuse et calculée d'un système depuis longtemps rodé à effacer les menaces. Elijah, qui avait soutenu Jordan pendant chaque séance exténuante de contre-interrogatoires et d'insinuations cruelles, reçut un avis officiel par courrier. Sa pension militaire était en cours de révision. Aucune explication, aucun avertissement. Juste une lettre, lourde de conséquences et peu détaillée. Il la contempla pendant des minutes avant de la plier soigneusement et de la ranger dans un tiroir. Il avait déjà vu cette tactique, des représailles sous couvert de contrôle bureaucratique. D'autres ne furent pas épargnés non plus. Le procureur adjoint qui avait pris possession de la clé USB, un homme dont le professionnalisme discret avait offert une brève lueur d'espoir, fut brutalement muté à un bureau dans un autre district. Son nom disparut du rôle du tribunal. Son téléphone professionnel fut alors redirigé vers la messagerie vocale. Même la journaliste qui avait révélé l'affaire, une jeune femme tenace nommée Camille Ortega, rentra un soir chez elle et trouva sa voiture vandalisée. Le mot gravé sur le capot la blessa plus profondément que n'importe quel dommage physique. Menteuse. C'était cru. Terriblement personnel. Elle se tenait là, dans le parking sombre, le métal encore chaud du soleil, se demandant laquelle de ses répliques avait dépassé les bornes. Elle savait qu'elle aurait dû avoir peur. Au lieu de cela, elle ressentit une fureur froide. À l'intérieur du palais de justice, où l'affaire Jordan avançait péniblement vers sa conclusion supposée, l'atmosphère commença à changer. La tension qui flottait autrefois comme un brouillard crépitait maintenant d'une intensité plus vive. L'incertitude. Le juge Canning, autrefois symbole de contrôle judiciaire, semblait désormais déséquilibré. Il abandonnait des dossiers, s'arrêtait trop longtemps avant de rendre ses décisions et demandait fréquemment des suspensions d'audience sans raison apparente. Son assurance, autrefois proche de l'arrogance, s'était réduite à une forme de fragilité. Des rumeurs circulèrent selon lesquelles le sénateur Talmadge, dont la présence avait plané sur l'affaire tel un nuage d'orage, n'était pas revenu au tribunal depuis des jours. Son nom figurait encore sur des documents, siégeait toujours à huis clos, mais il brillait par son absence au moment crucial. La rumeur courait que le ministère de la Justice avait discrètement ouvert une enquête, non seulement sur lui, mais aussi sur le réseau qui avait protégé Opération Reform Youth pendant des années. Puis vint le moment qui redéfinit la trajectoire de l'affaire. L'avocat d'Elijah, un homme stoïque à l'esprit vif et au sens moral encore plus aiguisé, déposa une requête en récusation du juge Canning. Il invoqua un conflit d'intérêts fondé sur des preuves émergentes. Mais derrière cette formulation juridique se cachait quelque chose d'indéniable. L'impartialité du juge s'était érodée, morceau par morceau, sous le poids d'associations qu'il ne pouvait plus dissimuler. Personne dans la salle ne s'attendait vraiment à ce que la motion soit adoptée.
De telles motions étaient au mieux symboliques, au pire suicidaires. Pourtant, lorsque la décision fut rendue, approuvée, elle provoqua un choc chez tous les spectateurs, tous les officiers de justice, tous les journalistes tapant furieusement depuis la galerie. Le juge Canning ne présiderait plus. Un nouveau juge, venu d'un autre comté, fut désigné. Il n'avait aucun lien connu avec les acteurs impliqués. Pas de dîners en coulisses avec des sénateurs. Pas de dons de Pâques liés à des centres de détention privés pour mineurs. C'était un étranger, et c'était exactement ce dont ils avaient besoin. Le procès fut repensé, pas complètement, mais suffisamment pour avoir de l'importance. Les preuves furent réexaminées, les témoignages réexaminés. Les témoins qui avaient précédemment refusé de comparaître, par peur ou par contrainte, furent rappelés à la barre. La salle d'audience, autrefois lieu d'intimidation et de menaces silencieuses, commença à ressembler à quelque chose de complètement différent. Pas un sanctuaire, pas encore, mais peut-être le début d'un sanctuaire. Les images de la clé USB furent finalement admises comme preuve. La salle s'assombrit pendant la diffusion de la vidéo, l'écran vacillant d'une vérité granuleuse mais indéniable, des visages de garçons, le crâne rasé, le regard creux. Des gardiens riaient, criaient, parfois frappaient. Un bloc-notes passait de main en main, avec des notes qui n'avaient eu leur place dans aucun programme de rééducation légitime. Des mots comme non-conformité, surveillance excessive et protocole d'isolement défilaient sur l'écran. Des exclamations de surprise parcoururent la salle. Un juré s'essuya les yeux. Et puis vint le tournant le plus inattendu. Un à un, d'anciens gardiens témoignèrent, bénéficiant d'une immunité nouvellement accordée. Leurs voix, certaines tremblantes, d'autres provocantes, emplirent la salle d'audience de détails qui n'avaient même pas été divulgués par les médias. Ils évoquèrent des quotas pour les infractions comportementales, des infractions qui prolongeaient de plusieurs mois les séjours des enfants. Des missions de travail déguisées en exercice de formation du caractère, où des garçons comme Jordan nettoyaient des graffitis inexistants ou peignaient des clôtures inutiles. Des punitions infligées non pas pour mauvaise conduite, mais pour avoir dénoncé, pour avoir pleuré trop fort, pour avoir demandé à appeler à la maison. Ils donnèrent des noms de responsables, de directeurs, d'élus locaux qui avaient visité les installations et fermé les yeux. Des noms de médecins qui avaient approuvé des traitements expérimentaux de recalibrage émotionnel. Des noms qui correspondaient à ceux des rapports de subvention fédérale. Des documents suivirent. Factures, accords signés, notes internes remplies d'euphémismes qui dissimulaient à peine la vérité. Le programme, Opération Réforme Jeunesse, a été révélé pour ce qu'il était vraiment. Une machine à profit se faisant passer pour de la réhabilitation. Un pipeline conçu pour ramasser des mineurs défavorisés et les exploiter pour du travail, des données, de l'obéissance. Et Jordan, le garçon dont le courage discret avait tout déclenché, était assis au premier rang à côté d'Elijah, regardant la toile se défaire. Il avait, sans le savoir, déchiré le voile d'un système qui n'était pas seulement défectueux, mais conçu pour enterrer les enfants sous silence. Chaque témoignage confirmait que ce qu'il avait enduré n'était pas une cruauté isolée, mais faisait partie d'un projet plus vaste et délibéré. Son regard changea au fil du procès, non pas par peur, mais par quelque chose de plus dur, forgé dans le feu de l'action, la détermination. Dehors, les protestations devinrent plus fortes, plus organisées. Elles ne criaient plus dans le vide. Elles criaient dans une salle d'audience où quelqu'un les écoutait enfin. À l'intérieur, un creuset avait été allumé. La suite allait soit détruire ce qui restait du système défaillant, soit endurcir ceux qui avaient le courage de s'y opposer. 3 semaines après l'entrée de Jordan dans la salle d'audience, les plaidoiries finales furent prononcées, chaque mot s'imprimant dans l'espace entre eux, lourd du poids de tout ce qu'ils avaient enduré. La voix du procureur se brisa, la gorge serrée,
tandis qu'il se tournait vers le garçon, son regard croisant brièvement celui, impassible, de Jordan. Il s'adressait non seulement au jury, mais à la salle d'audience elle-même. Cette affaire ne concerne pas qu'un seul enfant. Il s'agit de savoir si la justice peut vaincre la peur. Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme les derniers échos d'une bataille livrée et toujours en cours. Jordan, encore pâle après les témoignages, était assis immobile à côté d'Elijah, le poids du moment le tiraillant. Il y avait une puissance subtile dans l'immobilité de sa posture, une reconnaissance tacite de ce qui avait été perdu et de ce qui, peut-être, allait être gagné. Elijah, cependant, sentit le frisson de l'incertitude lui parcourir l'échine. Il avait suffisamment vu le système pour savoir combien la victoire était fragile, combien elle pouvait facilement leur échapper, surtout lorsque les enjeux étaient aussi importants. Pourtant, dans l'intensité silencieuse de l'instant, quelque chose au fond de lui refusait de céder. Il avait passé des années à s'efforcer de briser les systèmes, à remettre en question l'immuable. À présent, il assistait à un moment qui pourrait bien réécrire ce qu'il croyait gravé dans la pierre. Alors que le jury se mettait en route pour délibérer, la salle d'audience semblait insupportablement exiguë, étouffante. La tension s'emparait de chaque individu, une attente partagée à la fois palpable et paralysante. Elijah ne parvenait pas à se défaire de l'idée qu'en fin de compte, personne ne pouvait prédire l'issue finale. Même après tout cela, après le témoignage, après la révélation de la vérité, la réalité lancinante persistait. La balance de la justice ne penchait pas toujours en faveur des innocents. Il jeta un coup d'œil à Jordan, son jeune visage partagé entre l'épuisement et la détermination. Le garçon ne broncha pas, son regard était fixe, comme s'il avait déjà fait la paix avec l'avenir. Lorsque les portes de la salle du jury s'ouvrirent enfin et que l'huissier les rappela à l'ordre, le cœur d'Elijah s'arrêta un instant, comme si l'atmosphère s'était épaissie. Les jurés regagnèrent leur siège, l'air indéchiffrable. Tout avait mené à ce point. Rien, pas même sa respiration, ne pouvait le préparer à la suite. Le président du jury se leva pour lire le verdict. Les mots tombèrent comme un marteau, secs et sans appel. Coupable de tous les chefs d'accusation. Le monde d'Elijah sembla basculer. L'espace d'un instant, sa vision se brouilla. Il crut entendre les halètements de la foule, le souffle d'air des réactions, mais cela lui parut lointain, étouffé par le bourdonnement de sang dans ses oreilles. Son corps lui parut soudain lourd, comme si le sol avait glissé sous ses pieds. Il se laissa retomber sur son siège, la poitrine serrée, accablé par le poids de la victoire qu'il avait si longtemps combattue sans l'avoir pleinement anticipée. Une profonde inspiration. Soulagement? Joie? Tout était emmêlé, un nœud impossible d'émotions. Jordan, lui, ne bougea pas. Il ne sourit pas. Il ne pleura pas. Il resta assis, immobile, les mains jointes sur les genoux, avec la même résolution tranquille qu'il avait marquée depuis le premier jour de témoignage. Son regard restait fixé, non sur le jury, ni sur la salle d'audience, mais sur quelque chose de plus profond, quelque chose de lointain. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était si douce qu'elle couvrait à peine le bruit de l'explosion dans la salle d'audience. Maintenant, Kenny peut peut-être se reposer. Ces mots, simples et crus, firent craquer Elijah. Il y entendait le chagrin qui n'avait jamais complètement quitté le garçon, le chagrin qui l'avait poussé à témoigner, à tout risquer. C'était une déclaration qui transcendait le procès, qui touchait les décombres de tout ce que Jordan avait enduré. C'était le genre de chagrin que seul celui qui en avait trop vu pouvait comprendre. Les conséquences furent immédiates. Des agents fédéraux prirent d'assaut le centre pour mineurs, leur présence inéluctable, chacun de leurs mouvements délibérés et précis. Ils saisirent des documents, interrogèrent le personnel et démantelèrent toute l'opération avec une efficacité qui ne pouvait être confondue avec rien d'autre que la reconnaissance d'un système désormais démantelé. Les premières inculpations arrivèrent rapidement. Le juge Canning fut arrêté, sa carrière en lambeaux, son nom désormais lié à jamais aux actes criminels qu'il avait contribué à perpétuer.
Le sénateur Talmadge, dont l'ombre planait si lourdement sur l'affaire, démissionna publiquement, invoquant des raisons de santé, mais des sources internes au gouvernement confirmèrent la véritable raison. Des assignations à comparaître étaient déjà en route, conséquence inévitable de son implication de longue date dans un système bâti sur la manipulation et la cruauté. La nouvelle se répandit dans tout le pays. Les journalistes travaillèrent d'arrache-pied pour reconstituer l'ampleur du scandale. Des documentaires apparurent, dressant le sombre tableau d'un système qui s'était nourri de la vie d'enfants vulnérables pendant des années. Les lois furent réécrites, certaines à une vitesse sans précédent, dans une tentative désespérée d'empêcher que de telles horreurs ne se reproduisent. Le paysage juridique a changé d'une manière qui a donné l'impression, l'espace d'un bref instant, que le monde allait être rétabli. Mais pour Elijah et Jordan, la justice n'était pas qu'un titre. Ce n'était pas une avalanche de reportages, une vague de victoires juridiques, ni une cascade de changements gouvernementaux. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose de personnel. C'était une guérison lente, fragmentaire, une guérison qui ne pouvait être précipitée malgré la volonté du monde d'avancer. Et dans l'ombre d'un système brisé, une voix avait tout changé. Une voix qui avait autrefois tremblé de peur, mais qui résonnait désormais avec la force d'une vérité incontournable. Le monde avait peut-être tenté de l'enterrer, mais Jordan s'était relevé et, ce faisant, avait ouvert la voie à d'autres.